n'a voté pour ça. C'est de la poudre de perlimpinpin. Mais allez, vieux, je peux terminer. Geen reactie, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Enfin de retour, bienvenue dans cette saison 2 de Bal et Masque, la chronique qui décortique les discours politiques. Quels procédés rhétoriques sont employés, quelles idéologies se dissimulent derrière les mots, quelles émotions sont mobilisées pour susciter notre adhésion. Après cette chronique, vous n'écouterez plus jamais les discours politiques de la même façon. Aujourd'hui, nous allons vous parler des métaphores, qui ne sont pas de simples figures de style, mais de véritables outils de persuasion, des outils de manipulation mentale. Nous allons analyser les discours du roi des Belges, Philippe, ainsi que la communication, ou on pourrait également dire des publicités, réalisées pour l'armée belge. Je m'appelle François Debras et aujourd'hui je suis accompagné de Selim. Bonjour. Et de Guillaume. Bonjour. Alors, comme annoncé, je souhaiterais vous parler d'un outil de langage puissant, utilisé dans tous les discours politiques, la métaphore. Mais une métaphore, c'est quoi ? Une métaphore, c'est pas juste une figure de style jolie pour les poètes. En politique, la métaphore, c'est une arme de persuasion massive. En effet, on pense souvent que la politique ne repose que sur des arguments, que sur des faits ou des chiffres. Mais ce que nous oublions, c'est que le langage lui-même est déjà une stratégie. Et dans ce langage, la métaphore présente un outil précieux, car il permet de modeler, d'organiser, de structurer la réalité. Elle permet de présenter des idées complexes tout en les rendant accessibles, mais aussi orientées. Car chaque métaphore importe avec elle un cadre de pensée, un cadre de valeurs et surtout une logique vers l'action. Accrochez-vous, avec quelques exemples, ce sera tout de suite plus facile pour comprendre. Prenons la métaphore de la politique comme guerre. C'est probablement une des métaphores les plus utilisées dans les discours publics. Dès qu'un ministre évoque un problème, il faut l'attaquer, il faut y faire face, il faut riposter, il faut tenir le front. Nous luttons contre le terrorisme, nous combattons le chômage, ou nous livrons la bataille pour les retraites. Ce type de métaphore a une puissance rhétorique immédiate, car elle met en tension, elle crée de l'urgence, et surtout, elle va désigner des ennemis. En revanche, ce qu'elle fait aussi, c'est supprimer la nuance dans le discours. Car quand nous sommes en guerre, nous ne négocions pas. On exécute, on se sacrifie ou on s'aligne sur le chef. Tout cela justifie donc certaines décisions, tout en évitant le débat. Et oui, en période de guerre, nous n'avons pas le temps de discuter, de critiquer ou de remettre en cause. Je vous propose d'écouter un premier extrait. Replongeons-nous dans une période, j'avoue, c'est pas la période la plus agréable, toutes mes excuses, la période de la pandémie de Covid-19. En mars 2020, face à l'accélération du nombre de cas de contamination, le président français, Emmanuel Macron, s'adresse directement aux Françaises et aux Français. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Nous sommes en guerre, contre un ennemi, invisible mais qui est bien là, qui progresse, et cela requiert toute notre mobilisation. Autrement dit, comme en période de guerre classique, si je puis dire, nous devons tous participer à l'effort. Nous devons tous accepter des mesures d'exception. Nous devons tous nous plier à l'autorité et accepter également que pour rester en sécurité, nous devons perdre une partie de notre liberté. C'est tout cet implicite-là que le terme guerre porte. Le mot, il n'est pas neutre, il est lourd, il est chargé symboliquement, il est chargé émotionnellement, idéologiquement même. Mais la guerre n'est pas la seule métaphore utilisée dans l'arène politique. Nous avons toutes et tous déjà entendu parler de l'économie comme d'un corps malade, ou plus rare, un corps sain. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous l'incarner. Les finances publiques sont en bonne santé, le budget est sain. Ou au contraire, n'avez-vous déjà pas entendu parler de la fièvre inflationniste, du surpoids de la dette, de traitements de choc à appliquer ? Ces métaphores d'ordre médical sont redoutables, parce qu'elles font passer des décisions politiques, comme les coupes budgétaires par exemple, pour des remèdes nécessaires.
Et ces remèdes, ils nous sont présentés au nom de la logique scientifique, de la logique biologique, voire mathématique. Ce serait soi-disant neutre. Ce serait, tiens, qui est-ce qu'on retrouve, et dont nous avons déjà parlé, le fameux bon sens. Rappelez-vous, nous devons toujours nous méfier de ce fameux mot, le bon sens. L'économie malade, faire avaler la pilule, les traitements de choc, tout cela nous fait oublier que l'économie est un système façonné par des choix humains, et non une entité biologique. Je vous propose d'écouter une interview de Thomas Gadisseux de la RTBF du Premier ministre belge, Bart De Wever, qui utilise une autre métaphore pour parler de l'économie, celle du Titanic, et oui, ça ne s'invente pas, celle aussi du sous-marin. Moi, comme cadeau de départ de Vivaldi, j'ai reçu un budget qui coule jusque le fond de la mer. C'est le Titanic. Donc notre effort devra être titanesque parce que l'effort de Vivaldi était titanique. On évolue vers un déficit de plus de 6% du PIB pour entité 1, c'est plus de 45 milliards. Avec chaque mesure qu'on prend, on essaye de renverser la courbe et d'aller en haut avec notre sous-marin budgétaire. Et ça va prendre plus d'une législature, ça j'ai toujours dit. Alors, c'est amusant, nous avons même droit à un petit jeu de mots. Un effort titanesque contre un effort titanique. Pas besoin d'un prix Nobel d'économie pour comprendre. La force de la métaphore, c'est de graver en nous une image simple, une explication simple, une histoire simple. Le gouvernement précédent a fait couler la Belgique. Nous sommes sous l'eau. Et le nouveau gouvernement, en capitaine Cousteau du sous-marin, nous explique que nous devons remonter à la surface. Il y a tout un imaginaire derrière cette métaphore. Le gouvernement précédent a fait une erreur, il est responsable, il est coupable du désastre. Le gouvernement actuel, lui, il va nous sauver. Et nous allons quand même pas rester sous l'eau. Sous l'eau, il fait sombre, il fait froid, on manque d'oxygène. Évidemment que nous devons remonter à la surface pour respirer. Et on dit quoi ? On dit merci. La métaphore est puissante, car elle est simple, car elle impose un regard sur la situation. Mais bien plus que cela, elle appelle une réponse unique et univoque. Un dernier exemple de métaphore serait la description de l'immigration comme une catastrophe naturelle. Et c'est peut-être une des métaphores les plus critiquables. En effet, certaines et certains parlent de vagues, de flux, de raz-de-marée migratoire, de submersion. Le langage, il crée l'idée d'un phénomène incontrôlable, menaçant et aussi déshumanisant. Ce ne sont plus des personnes, ce sont des phénomènes que nous devrions contrôler. En un mot, l'imaginaire de la catastrophe naturelle, de la submersion, transforme un débat sur les droits humains en problème logistique et sécuritaire. Nous écoutons le Premier ministre français à l'Assemblée. Alors non, pas Sébastien Lecornu, celui d'avant. Non plus, pas Lecornu, encore avant. On écoute François Bayrou. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que tout un pays toute une communauté départements français S'il vous plaît. est confrontée à des vagues d'immigration illégale telles qu'elles atteignent 25% de la population. François Bayrou est critiqué par l'opposition pour l'utilisation de ces termes qui sont directement repris de la rhétorique de l'extrême droite. Submersion, c'est être noyé, c'est être débordé, c'est être menacé. Et donc, la seule réponse devient la protection et la sécurité. Autrement dit, l'immigration est assimilée à l'insécurité. En un mot, en une métaphore, le Rassemblement national, l'extrême droite parvient à coloniser nos esprits, à coloniser nos imaginaires. Alors, nous n'allons pas nous quitter là-dessus quand même. Pour conclure, je vous propose une petite anecdote. Dans une étude de 2013, le professeur américain de psychologie Paul Thibodeau a mené une étude sur l'influence des métaphores dans la résolution de problèmes complexes. Dans cette recherche, 2 groupes de personnes lisent un même rapport sur la criminalité. Il y a juste une petite différence dans l'introduction. Pour le premier groupe, la criminalité est décrite comme un virus social à contenir. Et pour l'autre groupe, la criminalité est présentée comme une bête sauvage à traquer. Alors, quel résultat vous allez me dire ? Le second groupe, la criminalité comme bête sauvage. Le second groupe, donc, a proposé des peines plus sévères, alors que les faits étaient, comme je vous l'ai dit, strictement identiques.
Les métaphores, elles vont simplifier, elles frappent les esprits, elles nous mobilisent. Les métaphores orientent nos émotions, elles manipulent nos pensées, elles dirigent nos réactions, nos jugements, voire dans certains cas, les métaphores influencent nos votes. Alors la prochaine fois que vous écouterez un discours politique, demandez-vous non seulement ce qui est dit, mais surtout quel imaginaire nous est imposé. Tout ce que j'espère, c'est que vous m'accordiez le bénéfice du doute. Quelle indignité. Moi j'ai le cœur qui saigne. C'est Maintenant, Selim, toi tu t'es intéressé au discours du roi des Belges, du roi Philippe, à sa posture dans sa dernière intervention, et plus précisément à ce que dit le roi, mais aussi, et finalement peut-être surtout, à ce qu'il ne nous dit pas. Oui, merci François. Effectivement, comme chaque année, le roi s'est adressé à la nation à l'occasion de la fête nationale. Et comme chaque année, son discours fait réagir. Cette année, le discours du 20 juillet a particulièrement fait réagir les Belges, tant les citoyens et citoyennes que les responsables politiques. Certains ont salué son courage, d'autres ont dénoncé ses non-dits ou son langage trop diplomatique. Tandis que d'autres ont été jusqu'à comparer le discours du roi à l'Iran. Oui, vous ne rêvez pas, l'Iran. À travers cette chronique, je vais tenter de répondre à la question « Un discours qui divise, qui clive, mais pourquoi exactement ?» Habituellement, le discours de la fête nationale commence par un bilan de l'actualité belge. Les élections en 2024, les 10 ans de règne du roi Philippe en 2023, la fin des mesures sanitaires du Covid en 2022, les inondations en 2021. Autant de sujets qui nous ont directement touchés. Mais en 2025, retournement de situation puisque le roi n'a pas fait un bilan national, mais bien international. Écoutez cet extrait qui est la clé de ce discours. Pendant des décennies, le droit international a été la clé de voûte sur laquelle pouvaient se reposer les États. Aujourd'hui, il est ouvertement remis en question. Or, quand le droit international est bafoué, le monde entier est perdant. On laisse libre cours à l'instabilité et à la violence. Dans ce discours, cette posture plus internationale que nationale est ce qui surprend et divise. Beaucoup s'attendaient à un discours centré sur la Belgique, ses défis et ses réformes, surtout dans un contexte d'austérité, de tensions institutionnelles, notamment à Bruxelles, et d'une polarisation croissante de la société belge. C'est en partie là que le clivage prend racine. Après ce cadrage international et non plus national, le roi des Belges évoque deux conflits majeurs, Gaza et l'Ukraine. En dénonçant les graves dérives du droit international, mais il choisit des mots très prudents, des termes qui peuvent parfois sembler minimiser la situation pour certains. Par exemple, pour Gaza, il parle de graves dérives humanitaires, alors qu'il aurait pu utiliser des mots plus forts comme massacre, crime de guerre, crime contre l'humanité, voire même génocide. De plus, il ne cite jamais les responsables politiques, Poutine ou Netanyahou, ce qui renforce une certaine neutralité qui peut être perçue comme un silence diplomatique. Et d'autres dénoncent aussi le fait qu'il n'évoque pas le sort des otages. On peut légitimement se demander pourquoi cette neutralité est calculée et pourquoi c'est non dit. Il faut se rappeler une règle fondamentale, le roi n'est pas libre de dire ce qu'il veut. Chaque mot de son discours et même chaque non-dit est contrôlé par le gouvernement. Par exemple, pourquoi ne pas parler des atteintes de l'état de droit en matière d'immigration ? Pourquoi ne pas parler des coupes budgétaires dans la justice et la santé ? Pourquoi ne pas parler de la montée de l'extrême droite en Europe ? Même ce « pourquoi ne pas parler de » est soumis à un contrôle gouvernemental. Cette règle est inscrite dans la Constitution à l'article 106 qui précise « Les actes du roi sont contresignés par un ministre qui en assume la responsabilité. » Concrètement, ça veut dire que chaque discours officiel du roi, y compris celui de la fête nationale, est validé par le gouvernement. Et ce même gouvernement peut proposer des modifications, mais il devra ensuite en assumer la responsabilité politique. Les non-dits sont des sujets sensibles, comme les politiques d'austérité ou la réforme institutionnelle en Belgique. Ce ne sont pas un simple oubli, mais bien un choix politique délibéré. Mais il faut souligner que cette année, le journal flamand Het Laatste Nieuws nous révèle que c'est le roi lui-même qui aurait insisté pour aborder le sujet de Gaza. Le roi a proposé son texte qui a été lu et approuvé par le Premier ministre, comme le veut la règle, et notre Premier ministre n'aurait fait que très peu de modifications. Le média flamand nous dit que le roi aurait estimé qu'il ne pouvait plus se taire sur la situation de Gaza, parce qu'avec plus de 60 000 Palestiniens tués depuis le 7 octobre, une ligne rouge aurait été franchie. Alors oui, il faut évidemment prendre cette information avec des pincettes. Mais si ce que nous révèle Het Laatste Nieuws est vrai, cela placerait le roi non plus comme un acteur passif, mais comme un acteur à part entière, plus présent, capable de poser un geste symbolique dans un contexte où les discours du roi sont très calculés. Ce qui est sûr, c'est que tout devient intéressant à partir de là.
Cette année, quand le roi a pris la parole, il parlait en son nom et celui du gouvernement, dont les deux principaux partis politiques, la NVA et le MR, n'avaient pourtant jamais été aussi loin de leur manière de dénoncer la situation à Gaza. Et pourtant, ils l'ont laissé dire. Et puis, une question reste en suspens, pourquoi Bart de Wever a-t-il laissé le roi dire cela ? Par humanisme, peut-être. Par stratégie politique, peut-être aussi. Difficile à savoir. Mais pour en revenir sur le discours du roi, au milieu de ces événements dramatiques qu'il décrit, il apporte tout de même une lueur d'espoir. Pour contrebalancer les propos dramatiques sur Gaza, il raconte l'histoire de deux pères, l'un palestinien, l'autre israélien, qui ont chacun perdu un enfant, mais qui ont choisi de porter un message de paix, renonçant à la vengeance. C'est le moment le plus émouvant du discours, un véritable climax émotionnel. À travers cet exemple, il fait entrevoir un avenir meilleur pour le peuple palestinien comme pour le peuple israélien. Avec cet exemple, le roi cherche à incarner un conflit souvent perçu comme lointain ou abstrait. Il donne des visages, des émotions, des histoires. Il transpose le drame dans notre imaginaire collectif, dans nos pensées, pour le rendre concret, réel, presque palpable au final. En misant sur cette charge émotionnelle, sur le pathos, il nous fait ressentir plutôt que simplement comprendre. Comprendre que derrière un conflit lointain, derrière des chiffres mirobolants, il y a des gens, des vies, des familles qui souffrent et qui ont tout perdu. Et pourtant, au milieu de tout ça, il reste une petite lueur d'espoir. Puis, après avoir parlé de Gaza et de l'Ukraine, le roi ouvre une nouvelle porte, celle de notre avenir. Il avance une solution qu'il présente comme une piste possible pour faire face aux crises mondiales. Cette solution, c'est l'Europe. Dans ce contexte, l'Europe continue de faire le choix de la coopération et non de la confrontation. Le choix de l'ouverture et non de l'exclusion. C'est un choix remarquable, parfois difficile et qui demande du courage. Dans ce discours, l'Europe est présentée comme un rempart face aux crises, capable de nous protéger, de faire face aux grands défis mondiaux de demain. En incarnant la démocratie, la justice et le droit, cette insistance sur l'Europe est frappante. Les mots liés à l'Europe, comme Union européenne ou européen, reviennent à 6 reprises dans le texte. En revanche, le mot Belgique, lui, n'apparaît pas une seule fois. Et le mot belge, lui, seulement une seule fois. Un choix qui n'est évidemment pas anodin. Cette vision européenne passe aussi par les mots que le roi choisit, notamment à travers son usage du pronom « nous ». Ce « nous » est clairement inclusif, il opère à 2 niveaux différents. Le premier est national, il désigne le roi et les Belges et sert à renforcer la solidarité et la responsabilité collective face aux défis internes. Le second est européen, il inclut le roi et tous les citoyens européens et européennes, en soulignant que la coopération collective est indispensable pour affronter les crises. On peut y voir qu'avec ce « nous », l'identité belge s'oppose plus, mais s'inscrit dans l'identité européenne. C'est un message très fédéraliste et unificateur. Et ce n'est pas un hasard si le pronom « nous » revient à 8 reprises dans le texte, alors que le « je » n'apparaît qu'une seule fois. Et cette unique occurrence est loin d'être anodine. Écoutons l'extrait. Je m'associe pleinement à leur plaidoyer et joins ma voix à tous ceux qui dénoncent les graves dérives humanitaires à Gaza, où des innocents meurent de faim et tombent sous les bombes, étouffés dans leur enclave. Je m'associe pleinement à leur plaidoyer et joins ma voix. Voici ce que le roi dit. Par ce jeu, c'est comme si le roi engageait sa responsabilité personnelle et exprimait son opinion de manière directe. Or, le roi ne peut pas engager sa responsabilité. Seuls les ministres le peuvent. Dans ce passage, c'est comme si le roi ne parlait plus en sa qualité de souverain à ses citoyens, mais plutôt en qualité de citoyen à citoyen, établissant un lien plus intime et humain avec les Belges. Enfin, sur 6 minutes de discours, il n'y a que 10 secondes, et oui 10 secondes, qui parlent de la politique belge. 10 secondes et c'est tout. Écoutons cette unique phrase du roi. À Bruxelles, en particulier, il est urgent qu'un nouveau gouvernement se mette enfin au travail. Pourtant, il serait bon de rappeler que le roi n'a aucune autorité sur les affaires bruxelloises. Contrairement au pouvoir fédéral, cette unique phrase est donc un signal politique d'autant plus fort qu'elle sort de son domaine de compétences légales. C'est pourquoi on pourrait y voir non pas un simple souhait du roi, mais bien l'action du gouvernement fédéral qui utiliserait la voix symbolique du souverain pour exercer une pression politique sur la région Bruxelles-Capitale, forçant ainsi à un déblocage. Donc, pour répondre à la question « Pourquoi ce discours est-il clivant et sans précédent ?» D'abord parce qu'il se tourne exclusivement vers l'international. Le roi évoque à peine la politique intérieure. Ce qui est en déçoit certains, surtout son discours est traversé par une série de silences stratégiques, aussi bien sur la scène belge que mondiale, et il dirige l'Europe en horizon collective. En solution d'unité, la Belgique s'y inscrit pleinement, assumant une identité européenne revendiquée. Mais attention, et s'il innove par le fond, par la portée symbolique et par la portée politique de ses propos, ils ne rompt pas avec la forme. Les discours du roi, prononcés à l'occasion de la fête nationale, obéissent toujours à une même structure bien rodée.
D'abord, le roi plante le décor en évoquant l'actualité, puis il aborde les tensions, les drames, les défis. Enfin, il vient ce que l'on pourrait appeler l'effet rebond, un retournement du négatif en positif grâce à la mise en avant de la valeur comme le courage, la solidarité ou l'espoir. Ainsi, c'est un discours qui divise certes, mais surtout un discours qui interpelle. Il rappelle que la parole royale, même encadrée, demeure un instrument politique et moral essentiel. Au final, on pourrait dire que le roi incarne pleinement sa fonction d'unir, relier, rassembler autour de valeurs communes. Alors, prochaine fois que vous écouterez un discours du roi, posez-vous la question, est-ce que c'est réellement le roi qui parle ou le gouvernement qui parle à travers lui ? Mais les gens sont dégoûtés de ça. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Parce que c'est notre projet. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Ça n'a aucune chance de réussir. Le roi comme acteur d'unité, de fédération, mais en Belgique, le roi c'est aussi, selon la Constitution, le commandant en chef des forces armées. Ce qui nous amène à notre prochain sujet, la communication ou la publicité de l'armée belge. Guillaume, le micro est à toi. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Le 10 octobre a probablement été une journée ordinaire pour bon nombre d'entre nous. Mais pour une partie de la population, cette journée a eu l'effet d'un véritable tremblement de terre. Je ne vais pas vous parler de la remise du prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado, ni du jeu de chaises musicales au sein du gouvernement français, mais bien de la sortie officielle d'un jeu vidéo, Battlefield 6. Et oui, pour bon nombre de fans de jeux vidéo, la sortie de ce jeu est un véritable espoir pour l'industrie. Et cela se ressent au travers des 750 000 joueurs et joueuses dès la sortie. Mais pourquoi parler d'un jeu vidéo, aussi populaire soit-il, au milieu d'une intervention sur les métaphores et les discours du roi ? Laissez-moi vous faire écouter un extrait et on en reparle. Êtes-vous prêt à tout ? Prêt à réagir à tout moment ? Pour que votre famille soit tranquille ? À passer vos nuits à veiller ? Pour que vos proches vivent paisiblement ? À affronter des tempêtes ? Pour que vos amis se sentent en sécurité ? Vous en pensez quoi ? Excellente bande-annonce, n'est-ce pas ? Directement, on vous plonge au cœur de l'action et on vous donne envie de vous impliquer à fond. Eh bien, malheureusement, il ne s'agit pas d'une bande-annonce pour le dernier Battlefield, mais bel et bien d'une publicité publiée par la Défense durant sa campagne de recrutement il y a 2 ans. Mais pourquoi et comment réutiliser les codes du jeu vidéo ? Histoire de se mettre en jambe, on va s'attaquer à l'aspect purement visuel et voir comment les pubs de la Défense se réapproprient les codes du jeu vidéo. Mon premier exemple est assez direct et parlant, même si, je vous l'avoue, vous allez devoir me croire sur parole. Prenez le trailer du jeu Call of Duty Modern Warfare, publié le 30 mai 2019 sur la chaîne YouTube de Call of Duty France. À peu près au milieu de la vidéo, on peut voir une scène dans un avion dont la soute s'ouvre pour révéler des soldats qui s'apprêtent à sauter en parachute. Jusque-là, rien de très inédit pour un opus de la franchise. Mais maintenant, allez voir la publicité postée par la Défense le 4 septembre 2023. Les premières secondes sont à peu près un copier-coller du trailer de Call of Duty. Même angle de vue, même luminosité et une atmosphère similaire, pesante et sérieuse. Attention, la comparaison ne s'arrête pas là. On retrouve un grand nombre de scènes semblables, voire simplement copiées de l'industrie du jeu vidéo, survol d'avions de chasse à basse altitude, avancées de véhicules blindés ou encore des escouades de soldats évoluant sur un champ de bataille. Le parallélisme entre les deux commence ici, la réutilisation de scènes, d'ambiance pour la création d'un état d'esprit. On se retrouve à regarder une pub de l'armée de la même manière qu'on regarderait un trailer de jeu vidéo. Maintenant, je vous propose qu'on s'attarde un peu sur la structure même des postes publicitaires. Faites-moi confiance, ce sera un peu plus facile à suivre cette fois. Peu importe la publicité présentée par la Défense, la structure est toujours la même. Une alternance entre 2 types de scènes. D'un côté, l'action pure et simple, des soldats, armes au poing en tenue de combat complète, des survols d'avions de chasse ou encore des tentes médicales en pleine effervescence. De l'autre, le calme d'une famille dans son quotidien ou encore des enfants en train de jouer. On cherche à construire un narratif à travers la structure même de la vidéo. On sépare 2 mondes, l'un protégeant l'autre, se sacrifiant pour la sécurité et la tranquillité des êtres qui nous sont chers. Pour mieux comprendre, écoutons un extrait. Essayez aussi de prêter attention à l'ambiance sonore et à l'utilisation du « vous ». On en aura besoin plus tard. À la Défense, nous faisons tout. Tout, pour que rien ne vous arrive. Nous intervenons au bout du monde pour que vous soyez en sécurité au bout de la rue. Nous parcourons les airs à toute vitesse pour assurer votre tranquillité. Nous restons attentifs pour que vous puissiez dormir sur vos 2 oreilles.
nous nous tenons toujours prêts pour garantir un monde plus sûr. Aujourd'hui, comme demain, la défense, votre futur, notre mission. Je suis d'accord, difficile de se plier à l'exercice sans la vidéo. Mais bon, pas grave, le son suffit pour se rendre compte qu'on crée cette opposition entre deux réalités. On place l'auditeur, l'auditrice comme la solution, celui ou celle qui va empêcher les deux réalités de se confondre, qui empêche la guerre d'envahir notre quotidien. C'est un procédé courant dans les jeux vidéo, on incarne celui ou celle qui va être capable de sauver la situation. On essaye de rendre l'armée attirante, presque sexy, en donnant l'impression qu'on va incarner le personnage principal d'un jeu vidéo. En plus d'un narratif bien précis, les spots publicitaires jouent sur l'audio pour renforcer l'immersion. On retrouve une musique grave, sérieuse mais pas omniprésente. Elle s'accompagne d'une voix off, un ton tout aussi grave et sérieux. Par-dessus, on entend des effets sonores spécifiques, tels que des explosions, des bruits de tanks ou d'avions. Cet assemblage crée une ambiance très intimiste et privilégie entre la pub et celui ou celle qui regarde un lien très particulier. Pour renforcer le lien entre les deux, on note l'utilisation d'un vocabulaire vague. On emploie le « vous » et ses dérivés pour capter l'attention tout en laissant un flou permettant à n'importe qui de s'y identifier. L'audio joue un rôle clé dans la projection et renforce le sentiment de personnage principal insufflé à celles et ceux qui regardent les vidéos. C'est un procédé très courant dans le milieu du jeu vidéo. Je vais vous faire écouter un extrait pour vous illustrer cette construction sonore et l'ambiance créée. Les règles ont changé. La frontière entre le bien et le mal est devenue floue. Et quelque part, tapis dans l'ombre, notre mission est de la trouver. Cet extrait est tiré du trailer d'un des opus de la franchise Call of Duty. On est placé au centre de l'action, on a l'impression d'y être. C'est le même effet que les publicités de la défense cherchent à atteindre en réutilisant ces codes si spécifiques aux jeux vidéo. Mais pourquoi un tel choix de la part de l'armée ? Pourquoi les jeux vidéo ? Il faut d'abord se pencher sur le contexte dans lequel se place la publicité. Elle s'adresse à un public jeune qui a grandi avec les jeux vidéo et pour qui ceci représente une grande part de leur vie et de leur personnalité. De plus, malgré la réputation ternie que l'on attribue à l'armée, l'enracinement du conflit en Ukraine et le début du conflit dans la bande de Gaza ont remis les politiques de défense à l'avant-plan. La défense essaye donc de réaffirmer son image, d'où la mobilisation d'un symbole aussi populaire que les jeux vidéo. Cette approche soulève une autre tendance de notre société. En effet, la nouvelle génération, au-delà de son immersion dans l'univers fictif des jeux vidéo, est à nouveau plongée dans un climat d'insécurité et de guerre. Là où je veux en venir, c'est que l'armée, à travers ses campagnes de pub, ne souligne pas uniquement le fait que notre société est devenue habituée à la violence et à la guerre, mais bien qu'il y ait une sorte de banalisation de ces thématiques. Je ne cherche pas à rouvrir le débat pour savoir si les jeux vidéo rendent violents, loin de là. Mais je tiens à souligner que c'est un excellent indicateur sur la relation que notre société entretient avec ce genre de sujet. En effet, la popularité de jeux tels que Call of Duty, Battlefield ou encore des simulateurs comme War Thunder ou DCS indique un intérêt particulier, voire même une fascination pour la guerre. L'armée, en plus de réutiliser des codes du jeu vidéo pour favoriser l'immersion du spectateur, mobilise ce mythe autour de la guerre et l'intérêt que lui portent les jeunes pour renforcer ses arguments. On pourrait parler d'un cercle vertueux entre les deux mondes. D'un côté, les jeux vidéo s'inspirent de réalités militaires pour pousser le réalisme à l'extrême. De l'autre, l'armée profite de la dissociation qu'engendre cet ultra-réalisme pour donner envie de rejoindre ses rangs, la limite entre les deux étant devenue floue. Je vous invite à aller voir la vidéo publiée le 18 janvier 2021 sur la chaîne YouTube Belgian Air Force. Elle souligne bien l'effacement de cette limite en présentant les postes à l'armée comme un simple prolongement de nos hobbies, d'enfance. Selon eux, il n'y a qu'un pas entre un ado qui bricole et un mécanicien pour blinder, entre un fan de karting et un pilote de F-16, et peut-être même entre une nuke sur Call of Duty et un paracommando. Bon, je suis d'accord, ça fait pas mal d'infos à digérer. Je vais vous faire un petit récapitulatif théorique, histoire de bien comprendre comment le discours est construit. On va commencer par un cadre théorique assez classique, l'éthos, donc tout ce qui est verbal, non-verbal et qui entoure le discours, le pathos, les sentiments que le discours mobilise, et le logos, l'argumentaire même du discours. D'abord l'éthos. On crée une ambiance spécifique avec des effets sonores, de la musique et une structure précise pour qu'on s'y croie. On s'adresse directement aux auditeurs et aux auditrices à l'aide du « vous », tout en gardant une distance et un flou pour que n'importe qui puisse s'identifier dans le discours. Ensuite, le pathos. On va jouer sur des termes forts et chargés de sens, tels que famille, tranquillité ou sécurité. Ce sont ce qu'on appelle des mythes, des termes symboles qui renvoient à un imaginaire bien particulier.
Mis en interaction avec l'atmosphère de la publicité, on cherche à saisir l'attention de l'auditeur et l'auditrice en sous-entendant une menace. Enfin, le logos. L'argumentaire central de la publicité est que nous sommes la solution et que les talents que nous avons et des hobbies sont précieux pour l'armée et qu'ils nous aideront à les développer. Ces trois se complètent dans cet objectif de faire ressentir à l'auditeur-l'auditrice qu'il ou elle a la clé. On utilise des codes du jeu vidéo pour le ou la placer comme le personnage principal, comme la solution. Dans un second temps, il y a la mobilisation d'un mythe, implicite cette fois. Là encore, on cherche à faire appel à un imaginaire bien spécifique attaché à ce mythe. La manière dont la publicité le mobilise est intéressante. En effet, elle joue sur l'imaginaire très idéalisé du héros de film d'action ou de jeu vidéo pour captiver le public cible, la jeunesse, qui a grandi avec cet imaginaire et qui fantasme encore sur ses héros. On est toujours dans cette idée de dissociation avec les conséquences de la guerre, une dissociation illustrée par la popularité de certains types de jeux vidéo, mais aussi par l'émergence de jeux tels que les simulateurs de drones FPV, pur copier-coller de l'utilisation des drones en Ukraine. La défense réutilise des codes du jeu vidéo pour créer sa propre réalité et attirer de nouvelles recrues, car la guerre ne fait plus peur, elle fait vendre. Eh bien, merci Selim et merci Guillaume pour vos analyses passionnantes. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode de Bal et Masque, la chronique qui décortique les discours politiques. Restez curieux et à très vite.